Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu financement, je suppose. Ouais, on va se refaire un petit point bancaire et point financement parce que en fait, c'est des questions qu'on reçoit, mais Tout le temps. j'ai envie de dire toutes les heures. Souvent, sans exagérer, on en reçoit franchement, je pense 5-6 questions comme ça par jour. Et on va refaire un petit point là-dessus, revoir un petit peu aujourd'hui quelles sont les questions de financement, si on peut encore se faire financer en 2025 pour acheter de l'immobilier, les différentes astuces qu'on peut vous donner, nos retours d'expérience aussi, parce que vous le savez, depuis le début de l'année, on accompagne des investisseurs à investir dans l'immobilier. Là, au début septembre, on a déjà accompagné une vingtaine. Et bien évidemment, le financement, c'est un des sujets principaux qu'on voit avec eux. Et du coup, ça me donne un excellent retour sur concrètement, actuellement, qu'est-ce qui va bloquer, pas bloquer d'une banque à l'autre, d'une région à l'autre, d'un projet à un autre, d'un investisseur à un autre. Et vous donner vraiment un retour actuel à chaud via forcément mon expérience de banquier et la traduction que je peux à chaque fois exprimer quand à chaque fois j'ai un investisseur qui me dit le banquier m'a dit ça. Oui, en fait le banquier, voilà, je te fais de la pédagogie, il t'a dit ça à cause de tel point et en fait voilà comment tu peux contourner la chose. Et 9 fois sur 10 c'est va voir une autre banque. Ouais. Je spoil déjà un petit peu, mais voilà, on va essayer de vous redonner un peu des éléments de compréhension parce que je sens que c'est un point qui est compliqué, c'est alors peut-être pas un traumatisme, mais je pense que c'est un des points les plus importants pour l'investisseur immobilier. Enfin vraiment, on sent que la banque ça fait peur, qu'on a peur de pas être financé, qu'on se met des barrières mentales là-dessus, que des fois on croit un peu trop son banquier à tort. Et c'est pour ça qu'on va en reparler aujourd'hui. Exactement. Nous, je sais pas, on a des taux déjà qui vont je crois le plus bas qu'on a, c'est 0,80 à 0,85 quoi. à 4,75. Donc autant vous dire que... Non, 4,15. 4,15, pas plus? Ouais, 4,15. Ok. Ça va, détends-toi sur les taux. Faut savoir que Marie a Je suis zéro marseillaise. mémoire des chiffres. Heureusement que je suis là pour fact-checker tout ce qu'elle dit parce que sinon elle vous raconterait n'importe quoi. Pourtant, je suis comptable. Mais oui, c'est ça le pire. Oui, donc bon, nous aussi, on a fait quand même pas mal de financement, donc on a un bon retour d'expérience à vous dire là-dessus. Sur les investisseurs qu'on accompagne, tu dirais que le taux de réussite, enfin, ils ont tous leur financement à chaque fois, quoi qu'il arrive, mais au bout de combien d'ajustements, tu dirais? En moyenne, 2 banques. 2 banques? Donc tu vois, c'est pas énorme, hein. Et pourquoi je le moyenne comme ça, c'est que déjà, moi, c'est ce que je recommande. De toute façon, quand vous signez un compromis, c'est d'aller voir au moins 2 banques, souvent la banque dans laquelle vous êtes client. Si votre conjoint, compagnon, ami, j'en sais rien, qui est client d'une deuxième banque, ça vaut souvent le coup d'y aller. Ou alors de demander d'être recommandé pour aller voir encore une autre. Bref, en général, 2 banques, ça suffit. Des fois, si vous avez d'excellentes relations avec votre banquier, une seule banque suffit aussi. Et des fois, quand c'est un peu plus compliqué, vous allez devoir aller voir 3 à 4 banques en fonction des dossiers. Mais franchement, j'ai pas mal d'investisseurs qui ont souvent qu'un seul partenaire bancaire avec qui ça le fait. Et ceux où des fois les dossiers sont un peu plus compliqués ou alors ils ont pas encore trouvé le banquier avec qui travailler, ils vont devoir aller voir 3-4 banques en moyenne. Ça, je pense, c'est un truc qui est vraiment sous-estimé, ou du moins j'ai l'impression que tout le monde ne le perçoit pas, c'est qu'en fait, le conseiller bancaire, votre conseiller, en fait, c'est ultra important. On pense qu'ils sont tous ultra compétents, qu'ils comprennent l'investissement local. C'est faux, en fait, c'est faux. Il y en a plein qui comprennent pas. En plus, quand vous êtes un peu jeune et que vous débarquez, ils doivent se dire mais c'est qui ces boucs, qu'est-ce qu'ils veulent? Et souvent, c'est pas. Je pense que ils ont pas. Toi, t'aimais pas monter les dossiers de crédit. Non, C'est très pénible en fait pour le conseiller de monter un dossier de crédit, donc forcément. C'est très pénible et c'est très ingrat, donc c'est pour ça que vraiment les banquiers n'aiment pas ça. Et l'autre problème qu'effectivement tu as souligné, que j'avais déjà identifié quand forcément je travaille déjà en banque, mais qui ne s'améliore forcément pas avec le temps, c'est que la qualité des conseillers bancaires baisse énormément. Et ça, malheureusement, on n'y peut rien. Il y en a beaucoup qui sont nuls, qui sont genre vraiment nuls. Et malheureusement, quand vous tombez dessus, souvent ça va pas matcher. Et en fait, ça veut dire que ça ne matche pas à cause de vous, de votre projet, même de la banque. Ça matche juste parce que vous êtes tombé sur un nulos, tu vois. Ouais. Et ça, c'est pour ça que il y a une part d'aléa dans le financement. Mais des fois, c'est même pas un aléa en mode est-ce que j'arrive au bon moment avec la banque, que je présente bien mon dossier et qu'entre guillemets ça le fait. Non, c'est si vous tombez sur un neuneu qui comprend rien, en fait ça le fera pas. Et ça, même moi des fois je suis frustré pour les investisseurs qu'on accompagne, parce que quand ils me racontent ce qu'a fait le conseiller et que souvent il fait des conneries, je suis là en mode là il fait des conneries,
on peut rien faire, tu vois. Enfin, C'est on va ça. pas faire le boulot à sa place. C'est lui qui a les cartes en main. S'il te répond pas, bah, moi, je suis contre le harcèlement des conseillers bancaires parce que je suis passé par là et ça avait tendance à m'agacer. Mais le problème, c'est que ça fait 3 semaines qu'il t'a pas répondu. Bah, c'est vrai que là, malheureusement, t'as pas le choix que de l'appeler 3 fois par jour. Si, en fait, il devait te donner les offres de prêt pour mercredi dernier et qu'en fait, là, on est vendredi et qu'il te les a toujours pas donné, bah, oui, appelle-le. Si il devait t'ouvrir un compte qu'il l'a pas fait, s'il devait t'assurer ton bien qu'il l'a pas fait, et vous imaginez pas à quel point ça peut bloquer dans certains cas. Après, heureusement, il reste un des bons conseillers bancaires et c'est ceux-là qu'il va falloir trouver. Mais là, encore une fois, c'est un peu au petit bonheur la chance. Et je pense qu'en termes de statistiques, si vous voyez 3 conseillers bancaires, il y en a un qui est bon, qu'il faut garder, il y en a un qui est moyen, avec qui ça va le faire, mais voilà, c'est pas une flèche, et il y en a un qui est genre vraiment nul, et grosso modo, vaut mieux que vous abandonniez tout de suite. Et le problème, c'est que en termes de stats, c'est quand même énorme, hein. Si vous prenez comme ça une profession, que vous dites qu'il y en a un tiers qui sont nuls, alors heureusement, c'est pas un tiers de tous les salariés des banques, sinon les banques françaises auraient des gros problèmes, mais on va dire que les postes par lesquels vous accédez à un conseiller bancaire quand vous démarrez l'investissement locatif, c'est souvent un peu les postes de débutants, c'est aussi les postes les moins bien rémunérés, les moins bien sympathiques, ceux où les bons éléments sont le plus vite promus. Donc oui, je pense que si on fait une stat aujourd'hui de tous les conseillers particuliers des banques françaises actuellement, je pense qu'on a vraiment un bon tiers qui est très très nul, très peu formé et avec qui ça ne matchera pas pour votre projet d'investissement locatif. Bah, déjà, tous les conseillers particuliers, ils ont une quantité de clients à gérer qui est incroyable. Et puis, bon, je suppose que c'est pas le haut de la cuve, quoi. Donc, tous ceux qui sont en risque, etc., les cassos, les machins, c'est vrai que bon, est-ce que rester avec un partenaire, enfin un conseiller particulier, je sais pas. Tu dirais plutôt passer par le pro, mais le pro, c'est pas Non, beaucoup c'est mieux, hein. honnêtement, c'est pareil. C'est pas beaucoup En mieux, fait, hein. ça là-dessus, j'ai pas de conseils à part de vous dire pour ça que je recommande d'aller voir plusieurs banques. Des fois, c'est même pas entre guillemets. Il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau que peut-être le Crédit Agricole ne peut pas vous financer, mais que la Caisse d'épargne le pourra. Et des fois, il y a le Crédit Agricole pourrait vous financer, mais le conseiller du Crédit Agricole que vous avez est juste trop nul pour amener le dossier au bout. Du coup, bah, c'est la Caisse d'épargne qui vous financera. Et ça, j'ai pas de remède en fait. Des fois, et je sais que c'est compliqué, j'ai même recommandé des fois à certains investisseurs d'essayer de changer de conseiller à l'intérieur de la banque, mais c'est Non, compliqué. c'est mal, ouais. Moi, je l'ai déjà vu en interne. Le problème, c'est quand le client essaye de changer de conseiller, particulièrement quand vous êtes dans une demande de prêt locatif, déjà ça part mal. Et de deux, le problème, c'est que vous passez pour le client chiant. Donc entre Personne guillemets, voudra de vous. ouais, personne voudra de vous parce que il y a un peu un effet. J'ai l'impression de parler comme Karl Marx, mais il y a un effet de classe chez les banquiers où indirectement, même ceux qui sont nuls, enfin, je veux dire, même ceux qui sont bons ont tendance à se serrer les coudes avec ceux qui sont nuls, tu C'est vois. normal, son collègue, ouais. Ouais, c'est-à-dire que c'est ton collègue, vous êtes dans la même boîte, voilà, il y a un peu un esprit de confrérie qui se met en place, tu vois. Et c'est pour ça que malheureusement, si vous n'avez pas de chance et que vous êtes tombé sur celui qui fait pas bien le boulot, il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir la banque concurrente. Mais heureusement, il y a à peu près une dizaine d'établissements bancaires en France, et c'est pour ça que même quand on vient nous solliciter sur Instagram et on reçoit beaucoup de demandes d'investisseurs qui nous disent ah ben voilà, j'ai eu tel retour de la banque, ah ben mince, je suis bloqué sur mon projet, ah ben mince, là j'ai un projet à financer, tu me conseilles de faire quoi? La réponse est quasiment systématiquement la même, va voir une autre banque. Ouais. Aussi simple que ça. Et à quoi tu reconnais un bon conseiller, du coup? Réactivité, Ouais, réactivité, je pense. déjà, pour moi ça c'est la base. Et comment te dire, quand tu comprends quelque chose, tu es capable de le reformuler. Donc en fait, si vous avez présenté votre dossier à un banquier et qu'il a été capable de reformuler ce que vous lui demandiez, c'est qu'il a compris. Ouais. Pour moi, c'est les 2 points principaux. Il y a pas besoin de... En gros, moi, je m'en fiche que mon conseiller, ça soit un crack de la fiscalité, qu'il soit particulièrement doué dans les assurances ou j'en sais rien. Moi, je veux juste qu'il soit réactif et qu'il pige ce que je lui explique. Ok. Bon, actuellement, en France, c'est compliqué ou pas de faire financer des choses? Des investissements immobiliers, quoi, entre autres. Honnêtement, Je non. pense pas. Moi, c'est toujours quelque chose que je répète. Après, bon, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Si vous voulez demander un prêt de 2 millions alors que vous gagnez 1000 euros par mois à mi-temps, non, c'est pas possible. Par contre, si vous demandez le financement d'un projet qui est cohérent, qui est rentable, que vous avez des revenus stables, oui, c'est tout à fait faisable et je vois pas dans quel cas vous seriez refusé par l'intégralité des banques françaises en fait. Donc c'est pour ça que pour moi, il n'y a pas de grosse différence à faire financer un bien aujourd'hui en 2025 qu'il y en avait en 2020. Ce qui est vrai, c'est que actuellement, les banques sont peut-être un petit peu plus frileuses, ont des conditions peut-être un petit peu plus difficiles. Je le vois sur les sociétés de cautionnement, je le vois sur les demandes d'apport des projets qui passent par nous. C'est peut-être un peu plus compliqué que ça l'était en 2019 ou en 2020, mais c'est beaucoup plus facile que ça l'était en 2022 ou 2023.
tu vois. Et ça, pour moi, c'est aussi important, c'est que faut bien voir que certes, en 2025, vous êtes peut-être pas au moment de l'histoire bancaire où c'est le plus facile d'avoir un prêt, mais vous n'êtes pas au moment où c'est le plus difficile de l'avoir non plus. Donc en fait, faut juste vous adapter à faut être un petit peu pugnace peut-être. C'est ça, et puis il faut juste s'adapter à cette réalité. Souvent, c'est un conseil que je donne, c'est que quand vous faites une demande pour un financement, faut toujours être cohérent avec ce que vous demandez. Le 110% n'est pas une norme et ne l'a jamais été. Aujourd'hui, il y a vraiment une croyance des investisseurs immobiliers sur le 110%. On reçoit, je pense, au moins une question par jour là-dessus. Et la réalité, c'est que franchement, je pense que c'est 1% des dossiers de financement locatif. Sur la résidence principale, c'est beaucoup plus courant. En vrai, j'ai pas les stats, mais à vue de nez et de mon expérience, je dirais 10% des dossiers de résidence principale qui sont à 110%. Sur le locatif, c'est 1%. Donc, si vous avez déjà eu des financements locatifs à 110%, vous êtes vraiment dans une ultra minorité. Nous, par exemple, nous avons jamais financé un seul de nos projets à 110%. Parce qu'en fait, ça demande comment dire, on aurait sans doute pu le demander à certains moments, mais c'est pas qu'on l'a pas voulu le demander, c'est surtout qu'en fait, on choisit nos batailles peut-être. Ouais, exactement. En fait, on choisit nos batailles. Et pour moi, quand tu veux demander un financement immobilier, c'est beaucoup plus simple de venir avec 10% d'apport. Et si tu n'as pas 10% d'apport pour faire ton projet immobilier, soit il faut peut-être mettre plus d'argent de côté, ou peut-être que tu as fait déjà un projet trop tôt, ou alors trouver un associé qui, lui, pourra mettre les 10%. Et 10% d'apport, honnêtement, c'est rien. Il y a certains pays, on parlait dans l'épisode que vous avez entendu lundi, on parlait d'Andorre, les conditions de financement d'une résidence principale à Andorre, c'est au moins 20% d'apport sur des biens qui coûtent au moins 1 million. Et l'usage, c'est 40%. C'est énorme. Ouais, et l'usage, c'est 40%. Donc, vous voyez, en fonction des pays, aux États-Unis, en Allemagne, c'est pareil. En Belgique, tu te souviens, avec Charlotte et Laurent, c'est 20% d'apport plus frais de notaire. Plus frais de notaire, c'était énorme. Donc, c'est pour ça qu'honnêtement, apporter 10% pour financer les frais de notaire et les frais d'acquisition, ça reste des conditions qui sont excellentes à l'échelle de ce qui se pratique dans le monde entier. Maintenant, il y a une petite minorité d'influenceurs dans, on va dire, notre domaine qui vont populariser le 110%. Si vous pouvez le demander, demandez-le. Moi, on a des investisseurs qu'on accompagne qui le demandent et qui l'obtiennent sur des très bons dossiers. Et ils ont raison de le demander. Maintenant, c'est pas automatique. On a aussi un des investisseurs qu'on a accompagné qui avait un beau dossier. Le dossier était pas parfait, mais il était beau. Il avait des beaux revenus, 3 500 € par mois, pas d'endettement, etc. Il a demandé du 110%. Il a quand même dû faire 4 banques avant d'avoir un oui. Il l'a eu, mais voilà, il a été voir 4 banques. Maintenant, toutes les autres banques leur ont dit on vous finance, mais à 100%, vous apportez les frais de notaire. Ouais, parce qu'il y a un truc aussi dans les DM ou les commentaires qu'on reçoit, c'est que souvent, ils disent ah, punaise, on a eu un refus, on n'a pas eu les conditions, ou on n'a pas eu les conditions qu'on voulait, mais ils ont fait qu'une banque. Et je suis là, faut faire plusieurs rendez-vous, en fait. Sinon, tu peux pas. Enfin, si tu vas pas voir ailleurs, c'est sûr que tu n'auras pas mieux, tu vois. Donc, effectivement, faut être un peu pugnace et. Oui, qu'est-ce que tu veux dire? Tu abordes le 3e ou 4e point, je ne les ai pas comptés, qui est important aujourd'hui, je pense, pour avoir son financement, c'est effectivement d'aller voir plusieurs banques parce qu'en réalité, les conditions de financement changent tout le temps pour plein de raisons. Déjà, il faut savoir que chaque banque a sa propre politique crédit, donc il y a des grandes normes, on va dire, qui restent. Par exemple, vous avez les fameux 35% du Haut Comité à la stabilité financière qui sont en plus, on n'appelle pas ça un taux d'endettement, juridiquement ça s'appelle un taux d'effort parce que c'est bon bref, je vais pas rentrer dans les détails, c'est trop technique, mais voilà, il y a déjà une petite différence de manière de calcul là-dessus. Et ça, oui, c'est obligatoire pour les banques d'appliquer le 35%, mais la manière dont le 35% est déterminé est décidée par la banque elle-même. Donc en fonction de ce que vous gagnez d'une banque à l'autre, une banque peut vous mettre dans le 35% ou pas, par le montant de vos revenus ou le type de prêt que vous demandez. Je vous donne 2 exemples. Vous êtes commercial depuis 6 mois. Il y a certaines banques qui vont peut-être uniquement prendre votre salaire fixe et vont refuser vos primes parce qu'elles vont dire que c'est trop récent. Il y a peut-être certaines banques qui vont prendre vos primes dans le calcul parce que en réalité, elles vont les moyenner sur les 6 derniers mois. Donc là, on a vraiment une différence de calcul de revenus. Ensuite, sur le prêt lui-même, vous avez certaines banques où vous allez rentrer dans le périmètre de ce qu'on considère pour le calcul des 35% qui sont contraignants. Donc, pour tout ce qui est les prêts particuliers, donc si vous faites un prêt en nom propre, typiquement, la plupart des banques, quand vous allez investir via une SCLIS, vous allez sortir des prêts particuliers, passer dans les prêts professionnels, et donc la banque calcule toujours un taux d'endettement, mais comme on n'est plus dans le périmètre du HCSF, on rentre dans un taux d'effort ou taux d'endettement, peu importe, qui ne devient plus contraignant. Je ne sais pas si j'ai été clair. J'ai compris. Ok. Ensuite, sur les conditions d'elles-mêmes du financement. Moi, des fois, j'ai des retours en mode, oui, la banque me finance, mais à 4,75.
Pourquoi la banque, on va dire, allez, le LCL m'a proposé 4,75, le Crédit Agricole m'a proposé 3,10. Comment c'est possible? Bah, là encore une fois, c'est une question d'appréciation. Le Crédit Agricole, il peut vous proposer un prêt pro en SCI, vous faire un taux particulier. Le LCL, peut-être qu'il vous fait un prêt pro avec un taux professionnel et que c'est pour ça que le taux est plus élevé. Et ça, malheureusement, bah, on peut pas l'expliquer, juste aller voir une autre banque, sachant que vous pouvez très bien aller voir le Crédit Agricole du Languedoc et le Crédit Agricole d'Île-de-France et avoir deux propositions différentes, peut-être même avoir deux appréciations du dossier différentes. Ouais, aussi, ouais. Et c'est pour ça qu'encore une fois, la réponse à tous ces problèmes revient toujours la même. Allez voir une autre banque. Si jamais la banque vous propose là actuellement les meilleurs profils, ils ont du 2,90, les profils moyens, ils ont du 3,50. Bon, si vous avez du 3,50, encore une fois, pour moi, ça dépend le montant. Si vous empruntez 1 million, ouais, entre 2,90 et 3,50, ça fait quand même des milliers d'euros d'intérêt tous les ans de différence. Maintenant, si vous empruntez 50 000 euros, soyez à 2,90 ou à Ça change pas 3,50, la face du monde, ça ouais. ne changera pas la face du monde de votre projet et probablement vous pourrez renégocier votre taux plus vite si vous êtes à 3,50 que si vous êtes à 2,90. Moi, tu vois, ce que je trouve souvent embêtant sur les prêts, le taux, je pense que nous, on est vraiment bon, on est vraiment du style, pas sans fiche, mais quasiment, tu vois. Voilà, bon, on choisit nos batailles. Par contre, la durée, moi, je trouve c'est un peu plus chiant, tu vois. Ouais. Et pourtant, la durée, Et nous, quand on est en prêt pro, vas-y, le 15 ans, là, il fait mal. c'est pour ça aussi, quand on revient sur le fameux 110%, l'autre grande croyance qui a été popularisée Oui, sur Internet, c'est les 25 ans. Les 25 ans, pareil, c'est super rare sur du locatif. Sur de la résidence principale, c'est plus commun. Honnêtement, je oui. pense qu'il y a au moins 20% des dossiers qui se financent à 25 ans sur la résidence principale. Sur du locatif, franchement, oui, il y a des banques qui le font. Oui, on a des investisseurs qu'on accompagne qui ont eu du 110% sur 25 ans. Oui. Maintenant, c'est pas la norme. Et si vous avez une proposition de financement à 100% sur 20 ans, ça, c'est la norme. Maintenant, si vous avez une proposition de financement où on vous demande 20% d'apport sur 15 ans, c'est peut-être pas ouf. Maintenant, Ouais, est-ce que vous pouvez trouver mieux? Oui, allez voir une autre banque. c'est ça. C'est vrai. Putain, mais pourtant, c'est pas oui, c'est Après, je le sais, hein, moi-même, j'aime pas aller voir d'autres banques. Faut ouais, appeler, c'est faut prendre chiant. rendez-vous. On sort de Ils te sa zone de répondent confort. pas. Il faut envoyer tous les documents et en plus, nous, avec nos dossiers, je pense qu'un des derniers dossiers un peu gros que j'ai envoyé au banquier, il avait pas de plateforme pour que je puisse lui déposer les C'est documents. insupportable, On ouais. a beaucoup de documents qui sont un peu volumineux. Je lui ai fait 15 mails. Et le problème, c'est que 15 mails, en vrai, je pense que ça m'a pris 1 heure et demie de lui géder toutes les pièces dans les mails, de les envoyer, de les numéroter, de lui mettre la liste des pièces. Parce qu'encore une fois, je vais lui prémâcher le travail pour qu'il ait, entre guillemets, ils se disent pas, non, en fait, trop galère, je fais pas, tu vois. Donc, je sais que c'est compliqué d'aller voir d'autres banques, mais c'est 9 fois sur 10 la réponse à votre problématique. Oui, c'est vrai. Il y a pas 15 000 manières de faire. Du coup, pour toi, faut pas arrêter d'investir? Absolument pas. Ouais. En fait, Surtout la France, pour le coup, enfin, elle a des défauts, mais ça, franchement, tout ce qui est le financement, l'IMO, enfin, si vous comprenez un peu la notion d'effet de levier, il y a aucun intérêt à arrêter, en fait. Le taux est fixe, enfin, je veux dire, faut y aller, tu vois? c'est peut-être une des seules contreparties du montant astronomique d'impôts qu'on paye. Et là, Ouais. encore une fois, je fais écho à l'épisode de lundi. Après, c'est facile pour nous, enregistré il y a 30 minutes. Donc, il est frais dans ma tête. Mais grosso modo, on vous parlait de fiscalité par rapport à l'Andorre, etc. Faire de l'effet de levier en Andorre, pour le coup, c'est beaucoup plus compliqué. Alors oui, vous payez moins d'impôts, mais par C'est contre, on plutôt aurait... du taux variable, hein, je crois, en plus, hein. Oui, c'est du taux variable. On vous demande beaucoup plus d'apports. Les US, c'est pareil, taux variable. Enfin, il y a plein de pays qui sont en taux Exact. variable, En c'est Angleterre, c'est pareil, etc. Grosso modo, ce que nous, on a fait en termes de parc immobilier, c'est quand même quelque chose qu'on a pu faire grâce au système français. Alors encore une fois, je vous dis que c'est une contrepartie de l'imposition. C'est pas parce qu'on paye des impôts qu'on se finance plus facilement. Mais je veux dire, l'un dans l'autre, des fois, il faut savoir reconnaître les avantages et les inconvénients d'un système. En France, on est très imposé. Pour le coup, faire de l'effet de levier, c'est facile. Ouais. C'est vrai, une partir du moment où tu as des revenus, que tu trouves un truc rentable, franchement, il y a pas en fait, c'est encore une fois, je pense que c'est pas c'est pas pour dire que c'est une question de volonté, mais quasiment, en fait. C'est vrai que c'est pénible d'aller voir d'autres banques, de réexpliquer tout son projet, de sympathiser avec quelqu'un d'autre et T'as une cetera. chance sur trois de tomber sur un teuteux qui comprend rien. Ouais, qui comprend rien ou qui a compris pas correctement, enfin, je peux comprendre, mais d'un autre côté, bah, c'est quand même une belle opportunité pour n'importe qui travaille avec un CDI ou qui, je sais pas, qui a une activité, bah, de lever de la dette parce que, bah, en soi, là, le prix que vous amortissez tous les mois qui est payé par vos loyers, c'est pour vous, en fait. C'est de l'argent que vous avez acquis, que vous avez mis de côté. Enfin, moi, je le vois comme ça, tu le mets de côté, c'est à toi. Ouais. Peut-être une autre question que tu m'as pas posée, mais qui nous revient très souvent, c'est Ouais. je pense avoir un projet de financement dans 6 mois. Est-ce que je vais voir mon banquier maintenant?
Ah, tu sais, je voulais te le dire en intro parce que en vrai, je voulais dire, on commence pas par demander combien est-ce que je peux emprunter à mon banquier si j'ai pas de projet, tu vois? Ouais, bah ça pour moi Ça, encore une faites pas fois ça, c'est ouais. une grosse erreur. C'est il faut attendre que vous ayez signé un compromis, que votre dossier soit complet pour aller voir la banque. En fait, moi à chaque fois qu'on me pose cette question, je réponds toujours par cette question-là. Je lui dis si un pote te dit vas-y prête-moi 10 000 euros, je vais avoir un projet, ça va être pas mal. Est-ce que tu lui prêtes de l'argent? Ou est-ce que si ton pote vient te voir, te dit voilà j'ai une présentation d'une heure à te faire, j'ai trouvé le truc pour lequel je vais lancer ma boîte, ça va marcher, mais j'ai besoin que tu me prêtes de l'argent et voilà pourquoi je suis sûr de pouvoir te rembourser. Est-ce que tu préfères faire confiance à ton pote quand il t'a proposé un dossier parfaitement précis avec des chiffres et qui t'a expliqué comment il allait être remboursé, ou est-ce que tu vas plutôt prêter de l'argent à ton pote quand il t'a juste dit j'aurai un projet dans 6 mois, est-ce que tu me prêtes de l'argent? Le banquier, c'est Deuxième. exactement pareil. Bah Il oui. vous prête quand il sait ce que vous achetez, quand il a tous les chiffres sur la table. Simplement le voir en lui disant ah ouais, dans 6 mois tu me prêteras. Bah en fait, j'en sais rien. Si ça se trouve dans 6 mois les taux ils seront à 5%. Si ça se trouve dans 6 mois on aura restreint les emprunts parce que peut-être la banque elle aura des problèmes sur le marché boursier. Bref, il peut se passer plein de choses en 6 mois. Donc non, on ne va pas voir la banque quand on n'a pas un projet qui est prêt et signé. Tu penses on obtient un financement en combien de temps là de ce que tu vois, sur les investisseurs qu'on accompagne? Ça peut aller vite. Honnêtement, si ça match par exemple avec votre première banque, en général, vous avez un oui en 2 à 3 semaines et vous avez les offres de prêt en 6 semaines. Ça, c'est vraiment dans le meilleur des mondes, quand votre conseiller il a pas pris de vacances et que il est réactif. Maintenant, quand vous devez aller voir plusieurs banques, ça va mettre 2 mois et demi en moyenne. OK. Donc ce qui est OK en Ce qui est soi. OK. Et c'est pour ça que souvent, quand tu signes ton compromis, tu as 3 mois pour trouver ton financement. Et c'est pour ça que souvent, on te dit, ne perds pas de temps et commence à aller voir les banques dès le lendemain de la signature du compromis. Oui, puis là encore, nous, on est toujours en retard, bon, d'une manière générale dans la vie, mais aussi sur les signatures de de vente, on est rarement à l'heure parce que, bah, oui, ça prend du temps, en fait et voilà, vous sentez pas, enfin, comment on peut dire? Pas bien par rapport au fait que vous ayez pas encore trouvé votre financement ou quoi, en vrai, ça peut prendre du temps. Nous, le plus rapide, je pense que c'était il y a pas si longtemps, au final, c'était, novembre 2024. Celui-là, il est allé super vite, on l'a fait en 1 mois, un truc comme ça et le plus long, je pense que c'était, 6 mois. 6 mois. On a signé le Tu as compromis. fait je sais pas combien de banques, Ouais, on a signé le compromis, je crois, début mars et on a dû signer fin août, quasiment 6 ouais. mois. C'était enfin bref, c'était un peu laborieux, mais bon, on y est arrivé, donc c'est que ça se fait et pourtant, nous, on a déjà vraiment beaucoup, beaucoup d'endettement, donc comme quoi, même si nous, on y arrive est-ce que tu penses ça, j'ai une question que j'ai souvent, tu penses qu'il y a un plafond de verre? En mode, c'est plus facile au début d'acheter, tu vois? Et après, en fait, tu as un espèce de plafond de verre dès que tu as déjà un peu trop d'endettement au goût d'une banque et cetera? Alors moi, pour moi, c'est justement le contraire. Pour moi, les emprunts les plus compliqués à faire, c'est toujours les premiers. Mmh. Parce qu'en fait, c'est là où t'as pas de patrimoine, donc entre guillemets, Trop toujours risqué, quoi. pareil, qui peut lever de la dette aujourd'hui? C'est les riches. Mmh. Plus t'as de patrimoine, plus c'est facile de lever de la dette. Maintenant, si t'as fait 3 ou 4 projets en 1 an avec une banque ou en 2 ans et que le banquier te dit non, c'est pas que t'as un plafond de verre. En fait, c'est juste que t'as fait trop de projets en peu de temps dans la banque. Donc, va voir une banque. Ouais. Le conseil de base, c'est le titre de l'épisode, ça va être: «Va voir une banque». Ouais, c'est ça, c'est va voir une autre banque, c'est. OK. Du coup, pour résumer un petit peu, qu'est-ce qu'on dirait pour réussir son financement? Moi, je dirais d'avoir déjà son projet bien rodé. Compromis signé, dossier bancaire qui est prêt, prise de rendez-vous avec au moins 2 banques pour Ouais, commencer et conditions de demande d'emprunt raisonnables. c'est ça, hésitez C'est-à-dire que grosso modo, si vous voulez pas vous casser la tête et que vous voulez avoir des bonnes conditions de financement facilement, vous demandez 20 ans à 100%, vous apportez frais de notaire et normalement ça se fait tout seul. voilà, puis n'hésitez pas un petit peu à négocier des choses en mode: «Si je viens chez vous, bah, je ramène, je sais pas, l'assurance de ma maison», les trucs comme ça, Ouais, les petites contreparties, ça peut faire plaisir, ça check, ça peut faire plaisir les aux banquiers. ouais, c'est ça. Donc voilà, je sais pas si tu avais autre chose à dire sur le financement? Non, je pense qu'on est bon. Peut-être les taux, où est-ce que je les vois? Ça, c'est peut-être une question qu'on peut nous poser. Tu sais, l'évolution des taux en soi, ils sont plutôt à la baisse, même si ça stagne un petit peu depuis. Bah oui, parce que depuis 2 ans, enfin, allez, 1 an, en une bonne année, j'ai l'impression que c'est plutôt ça, ouais. Ah, 3,50, ça me ouais. paraît pas mal, en vrai. Enfin, Oui, alors bon, là maintenant on 3,50, est plus dans du 4, quoi, c'est un déjà. taux un peu haut, mais je veux dire, globalement, on peut avoir du 2,90 depuis à peu près le printemps, donc là, ça fait à peu près 6 mois que les taux ont pas trop bougé. Ce qui, en fait, c'est souvent lié avec les taux de la Banque centrale plus le taux de l'OAT à 10 ans français. Donc forcément, comme le taux à 10 ans français est plutôt en train de monter un peu, et que les taux de la Banque centrale vont pas trop baisser, les taux d'emprunt immobilier se maintiennent à peu près à leur niveau parce que les banques se bagarrent un peu pour
pas forcément répercuter toujours la hausse de l'OAT sur leur taux d'emprunt. Et la réalité, c'est que pourquoi la Banque centrale européenne n'a pas encore continué à baisser ses taux alors que l'inflation s'est arrêtée, c'est parce que la Banque centrale américaine a mis beaucoup de temps à baisser ses taux, et que quand vous êtes une banque centrale, si vous baissez vos taux trop fort par rapport aux autres, en fait, vous faites baisser la valeur de votre monnaie. Et que même si c'est pas dans la mission première de la Banque centrale européenne, que sa mission c'est la stabilité des prix. Ça, c'est la première mission de la Banque centrale. En soi, elle est quand même obligée, pour une question de stabilité des prix, de faire en sorte que la monnaie se tienne, tu vois. Donc entre guillemets, si la Banque centrale américaine ne baisse pas ses taux, la Banque centrale européenne à un moment donné est bloquée pour baisser les siens. Mais je le vois un peu venir comme ça. La Banque centrale américaine va finir par baisser ses taux. Tout le monde en parle depuis 2 ans, mais bon, ça va bien finir par arriver. Peut-être que Trump va arriver à se débarrasser de Jerome Powell et mettre quelqu'un qui sera peut-être plus... C'est qu'il est toujours pas parti, lui. Hein. Non, mais après, je t'avoue que je suis mais pas... je crois que c'est pas Trump qui... Si, c'est Trump qui a la main dessus. Non, je crois non, pas, il a pas la main dessus. En fait, c'est des mandats... En gros, t'es nommé et t'as un mandat, je veux pas dire de bêtises, je crois que ça va être 4 ou 5 ans. Ouais, il me semble que c'est ça. Et en gros, tant que t'as ton mandat, on peut pas te virer. Et en fait, bon, c'est un peu technique, mais Jerome Powell étant un démocrate, objectivement, il n'avait pas forcément besoin de se presser pour baisser ses taux. La réalité, c'est qu'il aurait peut-être dû les baisser plus tôt, mais étant donné que Trump a commencé à faire un bras de fer avec, il a dit écoute, moi de toute façon, si je décide de pas baisser, on baisse pas. Même si à la fin des fins, il n'est pas tout seul à décider, vu qu'en gros la Banque centrale américaine, c'est un rassemblement des banques centrales des États avec des gouverneurs qui votent. Mais je t'avoue que là, on rentre dans des trucs qui sont peut-être un petit peu trop précis pour savoir concrètement le pourquoi du comment, de comment tu en politique américaine, tu convaincs un gouverneur de baisser ou pas les taux. Bref, ce qui est sûr, c'est qu'ils auraient dû les baisser un peu plus tôt. Ils vont sans doute les baisser là d'ici fin d'année, début d'année prochaine, et la Banque centrale européenne va rebaisser ses taux en suivant, parce que en fait, il y a déjà l'Europe se porte pas très bien et il y a plus trop d'inflation en Europe, quoi. Ripple, il risque de remonter du coup ou pas? Ripple? Pourquoi tu parles de Ripple? Je sais pas, vu qu'il y avait eu un procès avec la SEC, etc. Ah, mais c'est fini le procès. Oui. On a parlé déjà, ça, il y a un moment. Oui, mais du coup, s'il y a un changement de boucle pour les taux, le nouveau, il est pas plus favorable aux cryptos, aux trucs comme ça? Ou ça n'a rien à voir? Non, c'est différent. En fait, c'est pas de toute façon, c'est pas le gouverneur de la Banque centrale qui doit être ou pas favorable aux crypto. S'il l'est, tant mieux. C'est le président de la SEC. Ah oui, pardon. C'est pas le même organisme gouvernemental. C'est pour ça que je comprenais pas pourquoi tu parlais de ça. C'est pas le même. C'était Gary. Oui, voilà, ouais, Gary Gensler, je crois. Voilà. Et il est parti depuis un moment, lui. Je crois que ça fait 6 mois qu'il est parti. Ok. Sacré Gary. Bon, n'hésitez pas, on espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes, ça nous aide au niveau de l'algorithme. Et oui, tu voulais dire un truc. Et si vous avez d'autres questions auxquelles j'ai peut-être pas répondu, allez-y, n'hésitez pas à nous les poser, on essaiera d'y répondre dans l'épisode de lundi prochain. Pour poser vos questions, du coup, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Attention, si c'est des questions qui sont dans l'épisode, on renvoie vers l'épisode 1, on a plus de pitié maintenant. Ouais, c'est ça. Plaisante. Bon, je recommence du coup pour nous poser les questions, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, quitte le Boomer Dream et la Fouserie, on vous partage un peu de notre quotidien d'investisseur. Et on se dit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut, ciao.